Il se passe quelque chose en Russie, quelque chose de grand, de sombre, et qui pourrait bien définir l'issue de la guerre avec l'Ukraine une bonne fois pour toutes. Cela s'est accumulé au fil du temps, grandissant lentement dans l'ombre, atteignant une ampleur qu'on ne peut plus ignorer. Même Vladimir Poutine, malgré sa fanfaronnade, ses mensonges et sa propagande, est totalement impuissant à l'arrêter. Et cela tourne autour de ce qui lui tient le plus à cœur, l'argent. Nous parlons, bien sûr, de l'effondrement économique en cours, et de plus en plus dramatique de la Russie, et c'est un sujet dont on parle depuis le tout début de la guerre. Peu de temps après l'invasion, les pays du monde occidental ont commencé à élaborer des plans pour imposer d'importantes sanctions financières à la Russie. Des sanctions existaient déjà depuis l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Dès 2022, ces sanctions économiques se sont fortement intensifiées. De nombreux pays ont rejoint la cause, gelant d'importants actifs russes et imposant de fortes restrictions aux banques et entreprises russes. Plusieurs séries de sanctions ont été imposées au fil de la guerre, de nombreux pays cherchant à réduire leur dépendance à l'énergie russe et à rompre leurs liens économiques avec le Kremlin. Les experts financiers pensaient qu'avec le temps, cela entraînerait un effondrement économique en Russie, empêchant le pays de poursuivre la guerre contre l'Ukraine. Et il ne fait aucun doute que les sanctions ont eu un impact. Elles ont affecté la valeur du rouble russe et contribué à des pénuries de biens, ainsi qu'à la hausse des prix des produits de première nécessité. Les oligarques russes aussi ont vu leur richesse diminuer, et le peuple russe a vu sa vie se détériorer. Avec les marques occidentales quittant leur pays, et le coût de la vie qui augmente d'année en année. Cependant, les sanctions n'ont pas forcément provoqué l'effondrement total de l'économie russe, comme certains experts l'espéraient, avec optimisme. La Russie a trouvé des moyens de contourner ces obstacles, et a commencé à préparer des plans il y a plus de 10 ans, lors de l'annexion de la Crimée. Dès 2014, le Kremlin a commencé à repérer et réduire les faiblesses de son économie. Il a accumulé des réserves de change, limité les dettes extérieures, et diminué sa dépendance aux technologies et systèmes financiers occidentaux. Ainsi, même si l'Occident devait imposer des sanctions un jour, elles n'auraient pas un impact aussi dévastateur. La Russie a également réduit sa dépendance aux produits importés en prenant des mesures pour renforcer certaines de ses industries nationales clés, comme la fabrication et l'agriculture. Elle a aussi réorienté ses relations commerciales vers l'Est et le Sud, notamment avec la Chine et l'Inde, désormais principaux acheteurs des combustibles fossiles du Kremlin. Elle a aussi appliqué des contrôles stricts des capitaux, et accru les dépenses publiques pour stabiliser les principales industries. Lorsque les sanctions ont été imposées et que l'Occident a réduit ses achats de ressources russes, le pays a évité un effondrement immédiat. Son économie s'est certes contractée, et la valeur du rouble a fortement chuté au début. Le Kremlin a stabilisé la situation, grâce notamment à la Chine, l'Inde et d'autres pays comme la Turquie. Même l'Union européenne a continué d'acheter un peu de carburant russe malgré une forte baisse de ses dépenses. Poutine et ses acolytes du Kremlin ont, à de nombreuses reprises, exprimé une grande fierté devant le fait que la Russie semble avoir été capable de résister au poids des sanctions occidentales. En effet, cela remonte déjà à 2022. Lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin de cette année-là, Poutine s'est vanté avec enthousiasme. La blitzkrieg économique contre la Russie était vouée à l'échec dès le départ. Il est évident qu'ils ont échoué. Cela ne s'est pas produit. Ils n'ont pas réussi. Le président russe a souvent exprimé des sentiments similaires depuis. Début 2023, il a affirmé « L'économie russe et la gestion sont plus solides que l'Occident ne le pensait ». Plus tard cette année-là, il a déclaré « La phase de redressement de l'économie russe est terminée. Nous avons résisté à une pression extérieure inédite et aux sanctions imposées par certaines élites du bloc occidental dans des pays que nous jugeons inamicaux. » Vladimir Poutine affirme que les sanctions ont plus touché l'Occident que la Russie, mais il reste un expert en propagande. Il a utilisé cet outil toute sa carrière pour gagner et consolider le pouvoir. Le Kremlin n'hésite pas à mentir à son peuple, à inventer de faux chiffres et statistiques pour soutenir ses propos, et à dissimuler la vérité par tous les moyens. Cela a marché un temps. Les dirigeants russes ont sauvé la face aux sanctions, et même pour les observateurs extérieurs, le pays semblait aller bien. La Russie a continué d'investir massivement dans son armée, envoyant des soldats sur les lignes de front et tirant d'énormes quantités d'armes, principalement des drones et des missiles, sur les villes et villages à travers l'Ukraine. Elle a également réussi à maintenir un fort taux de recrutement, mobilisant chaque mois des dizaines de milliers de nouvelles recrues, en offrant d'importantes primes en espèces et des salaires élevés pour encourager ceux des régions les plus pauvres à rejoindre le combat, sur le sol national également. Dans des villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg, la vie continue en grande partie normalement, surtout pour les Russes les plus aisés.
La Russie est restée stable et fonctionnelle, grâce à des plans intelligents et proactifs avant l'invasion. Elle n'a pas utilisé ses soutiens, ses réserves financières et de nouveaux partenaires pour soutenir son économie et préserver son image. Mais les fissures ont commencé à apparaître, et elles deviennent bien trop grandes et profondes pour être ignorées plus longtemps. En réalité, Poutine n'avait pas prévu une guerre aussi longue. Sa soi-disant opération militaire spéciale était censée être terminée en quelques semaines, voire en quelques jours. Si tout se déroule comme prévu, la Russie pourrait imposer un gouvernement fantoche en Ukraine et revendiquer des territoires comme Donetsk et Louhansk. Et ne subir que des pertes économiques mineures dues aux sanctions occidentales. Il resterait aussi une grande partie du trésor de guerre de Poutine pour d'autres invasions. Si la Russie décidait d'aller plus loin, peut-être même d'attaquer une nation de l'OTAN comme l'un des États baltes, le Kremlin aurait aussi pu utiliser une partie de ses réserves pour stimuler l'économie russe, améliorant ainsi concrètement la vie de sa population, et créant un élan et un soutien pour la prochaine guerre à venir. C'était un plan intelligent, mais il dépendait totalement de l'Ukraine. En résumé, il fallait que l'Ukraine se rende pour laisser les soldats du Kremlin entrer dans Kiev et y mettre le drapeau russe. Comme nous le savons tous, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, la guerre dure depuis plusieurs années maintenant, et la Russie ne semble pas plus proche de la victoire aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2022. Elle conquiert du territoire à un rythme d'escargot, peine à progresser dans les zones les plus stratégiques, et perd à la fois des soldats et du matériel militaire à un rythme jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est grâce à la remarquable résilience de l'Ukraine. Au lieu de simplement laisser la Russie faire ce qu'elle voulait, le peuple ukrainien s'est levé, s'est accroché et a défendu son territoire avec une force et un courage extraordinaires. Ils ont monté des défenses héroïques partout sur leur territoire, le long des lignes de front et au-delà. Et donc, au lieu de garder sa caisse de guerre bien remplie et prête pour d'autres invasions et pour soutenir son économie intérieure, le Kremlin a été contraint de puiser dans ses réserves, et de dépenser et encore dépenser, simplement pour maintenir sa machine de guerre en marche. Au fil du temps, cette caisse de guerre s'est épuisée, et tous les plans soigneusement élaborés que Poutine avait mis en place il y a plus de 10 ans ont commencé à se défaire lentement. Même Poutine ne peut résoudre ses problèmes actuels, parce qu'il devient de plus en plus évident pour tous que si la Russie veut vraiment gagner cette guerre, elle devra continuer à se battre pendant encore de nombreuses années. Certains experts, comme l'ancien chef du Military Intelligence, Sir Richard Dearlove, l'estiment même. Il pourrait falloir jusqu'à 80 ans à la Russie pour conquérir l'Ukraine dans son intégralité si elle maintenait son rythme de progression actuel. En réalité, même si la Russie poursuivait le combat pendant des décennies, la victoire resterait incertaine. L'Ukraine se renforce, la Russie s'affaiblit. Si la guerre devait se poursuivre dans les années 2030 et au-delà, tout pourrait arriver, et il est impossible de dire comment cela pourrait se terminer. Mais cela relève de la fantaisie de toute façon, car il n'y a aucune chance que la guerre dure aussi longtemps, pour une raison simple. La Russie ne peut pas se le permettre. De plus en plus de preuves le démontrent, même en Russie. Les experts préviennent que l'économie a tant ralenti que le pays peine à couvrir l'augmentation des coûts de défense, sécurité et société. Alexandre Shokin, dirigeant de l'Union russe des industriels et entrepreneurs, s'est récemment exprimé sur Rossiya 24. Ce refroidissement ou atterrissage en douceur n'est finalement ni doux ni contrôlé. Shokin a ajouté qu'en 2025, les responsables russes pensaient qu'il fallait au moins 2% de croissance annuelle pour couvrir les coûts. Malheureusement pour le Kremlin, son taux de croissance est loin d'atteindre 2%. Shokin a reconnu que la Russie serait chanceuse d'atteindre la moitié de ce chiffre après le décompte complet de 2025. Beaucoup d'analystes partagent l'avis du sondage Interfax. La croissance russe devrait atteindre seulement 1,1% en 2025. Au final, à titre de comparaison, en 2024, la Russie a connu une croissance du produit intérieur brut de 4,3%. Un choc, il faut le noter. C'est faible, sans aucun doute. Il est donc essentiel que cette période de refroidissement ou d'atterrissage en douceur ne dure pas trop longtemps, car un rebond est déjà nécessaire. Il a ensuite averti que la Russie devra trouver des moyens d'accélérer rapidement la croissance, en expliquant 2% à 2,5%, et ce taux de croissance économique optimal pour une économie non surchauffée. Cela permet en effet de résoudre un large éventail de tâches. Pour aggraver les choses, malgré le ralentissement de sa croissance, la Russie est également confrontée à des taux d'inflation préoccupants, et les Russes ordinaires en ressentent les effets. Le coût de nombreux biens essentiels a presque doublé depuis la guerre, tandis que le pouvoir d'achat des Russes a chuté, réduisant leurs dépenses pour les biens de grande valeur. Les ventes de voitures, par exemple, devrait chuter de 24% en 2025. Le déficit budgétaire russe grimpe à 19% sur les 8 premiers mois de 2025 et près de 26% en fin d'année.
Pour un pays qui a été complètement coupé de l'emprunt international et qui continue de subir les effets dévastateurs des principales sanctions imposées par plusieurs des plus grandes économies mondiales, ce type de déficit représente un problème sérieux. Il y a ensuite les défis auxquels est confrontée l'industrie pétrolière et gazière russe. Leurs recettes fiscales baissent d'environ 20% par an, tendance qui devrait se poursuivre en 2025. L'Ukraine a pris les choses en main, lançant régulièrement des attaques de drones et de missiles contre des infrastructures pétrolières russes essentielles. Des pipelines, des raffineries, des dépôts et bien d'autres infrastructures ont tous été mis à genoux. D'innombrables tonnes de pétrole partent en fumée, et d'immenses incendies éclatent partout dans le pays. En conséquence, la Russie traverse actuellement une grave crise du carburant, comme elle n'en a jamais connu auparavant. Les stations-service ferment, les réserves de carburant baissent, les prix montent, et la capacité de raffinage russe a chuté. La guerre continuant, ces attaques se poursuivront, car l'Ukraine constate leur efficacité. Le Kremlin a eu recours à toutes les mesures possibles et imaginables pour faire face à ces nombreux défis. Il imprime beaucoup d'argent et augmente les taux d'intérêt, rendant presque impossible la survie de nombreuses petites entreprises russes, empêchant ainsi les gens ordinaires d'obtenir des prêts ou du crédit. Le gouvernement a également imposé des limites à la conversion des roubles en d'autres devises, ainsi que des restrictions sur le transfert de roubles hors du pays. Cela montre jusqu'où le Kremlin est prêt à aller pour soutenir son économie fragile. Mais cela ne suffit pas, car le Kremlin ne peut annuler les dégâts majeurs causés par cette guerre à son économie et à sa société. Il ne peut pas compenser les problèmes sous-jacents comme les pénuries de main-d'œuvre gigantesques liées au nombre massif de pertes humaines dues à la guerre et aux innombrables Russes qui ont fui le pays depuis le début du conflit. Ou les retards et perturbations persistants des chaînes d'approvisionnement dues aux sanctions internationales et à un nombre réduit de partenaires commerciaux. La Russie a également un accès limité à des ressources et technologies importantes, encore une fois à cause des sanctions. De nombreux pays n'ont aucun intérêt à faire affaire avec le Kremlin. Pris individuellement, ces problèmes pourraient potentiellement être résolus. Mais lorsqu'ils s'ajoutent à d'autres facteurs, ils créent une tempête parfaite de problèmes insolubles. Et ce sont les Russes qui commencent à en avoir assez de la situation et à faire entendre leur voix. Selon un sondage, 66% des citoyens préfèrent négocier avec l'Ukraine plutôt que poursuivre l'offensive. Poutine montre peu d'intérêt pour le citoyen russe. Il a envoyé d'innombrables soldats à la mort et laissé d'innombrables familles à travers son pays pleurer la perte de leurs fils, frères, maris et pères depuis le début de la guerre. Il se soucie du pouvoir et sait qu'il doit garder la majorité de la population de son côté pour le conserver. Même lui a dû faire des concessions. Poutine a également envisagé d'augmenter les impôts des citoyens les plus riches de la société, afin de récolter plus de fonds pour la guerre au Royaume-Uni, en Ukraine. L'industrie pétrolière souffrant, le chef du Kremlin juge raisonnable d'augmenter les taxes sur les produits de luxe et les dividendes. Il a précisé que les États-Unis avaient déjà pris des mesures similaires en temps de guerre, sans vouloir politiser la question. Pendant la guerre du Vietnam et la guerre de Corée, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont augmenté les impôts spécifiquement pour les personnes à haut revenu. Ces décisions de Poutine nous disent deux choses importantes. Premièrement, cela montre que le Kremlin devient désespéré. Il souffre comme jamais auparavant. Les systèmes et plans utilisés pour soutenir son économie pendant la guerre sont désormais épuisés ou en échec. Le pays n'a plus les ressources, ni la force économique nécessaire pour financer la guerre. Et il ne peut pas simplement imprimer de l'argent indéfiniment pour combler les déficits. Il doit réduire les dépenses de défense et chercher d'autres moyens pour éviter un effondrement économique pire. Cela montre aussi que, pour l'instant, Poutine veut poursuivre la guerre, ce qui est compréhensible. Il a proclamé à plusieurs reprises que les territoires ukrainiens appartiennent à la Russie et a promis la victoire à son peuple. Se retirer maintenant placerait Poutine dans la position la plus faible de sa carrière. Il doit aussi reconnaître ce que voit le reste du monde, qu'il mène une guerre qu'il n'a aucune chance de gagner. Une guerre devenue un gouffre colossal, affaiblissant son économie, sa popularité et sa position mondiale. Cette situation ne fera qu'empirer avec le temps. Pour que la Russie continue de recruter assez de soldats, pour remplacer les morts ou blessés. Le pays devra continuer à augmenter primes et incitations pour attirer de nouvelles recrues. Il devra aussi investir massivement dans la défense pour produire les nombreux drones, missiles et équipements nécessaires. Et plus le temps passe, plus ces défis passeront de difficiles à impossibles. En bref, le dirigeant russe est coincé entre le marteau et l'enclume, pris dans une crise que ses tactiques habituelles ne peuvent pas résoudre. Aucun mensonge ou propagande ne peut atténuer la gravité de la situation. Aucune dépense ne réparera les dégâts déjà causés.
Aucune promesse ne peut cacher les fissures croissantes dans la société russe. Poutine s'est enfoncé si loin qu'il ne voit plus la lumière, et il sera bientôt totalement englouti par l'obscurité. Vous pouvez en apprendre davantage sur les nombreux échecs du régime de Poutine au cours des dernières années, dans notre analyse approfondie de la campagne catastrophique du Kremlin jusqu'à présent. Ou regardez cette vidéo pour voir comment le plan de la Russie visant à écraser l'Ukraine s'est en réalité retourné contre elle, transformant les forces armées ukrainiennes en l'une des puissances militaires les plus redoutables au monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne également, afin de rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles et évolutions en provenance des lignes de front du conflit entre la Russie et l'Ukraine, au fur et à mesure qu'il se poursuit. Merci comme toujours de nous regarder.